Bienvenue au podcast Invest Immo Club, épisode numéro 21. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Bruno, fidèle au poste pour ce podcast dédié à l'investissement immobilier. Ravi de vous savoir de l'autre côté des enceintes ou des écouteurs. Si vous écoutez cet épisode pour trouver de l'inspiration, alors cette semaine est faite pour vous. Chez Invest Immo Club, on aime bien faire le parallèle entre investissement immobilier et entrepreneuriat. On a même inventé un terme, le terme d'immopreneur. Et cette semaine, j'ai la chance d'accueillir Fabien qui conforte tout à fait cette vision. Il est à la fois investisseur et entrepreneur. Actuellement au tournant de la trentaine, Fabien possède déjà 8 années d'expérience immobilière et plus de 40 lots. Tout ça en partant d'un salaire en contrat de professionnalisation. Pour réaliser cela, il a fait la totalité de ses investissements avec des associés. Co-investir est le meilleur modèle pour lui. Cela permet de partager le risque, de partager le doute, mais aussi de créer une certaine émulation. Nous allons voir en pratique comment il a monté ses partenariats et obtenu des financements pour les biens. Mais également sa vision sur les biens à fort rendement en zone excentrée versus les investissements patrimoniaux en cœur de ville ayant des rentabilités plus faibles. Pour retrouver toutes les notes et références de l'épisode, je vous invite à l'adresse investimmoclub.com/épisode 21. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site. En cadeau, vous pourrez recevoir la checklist de 52 étapes issues de la synthèse de toutes les rencontres avec les investisseurs que j'ai pu avoir pour baliser vos investissements immobiliers futurs. Allez, sans plus tarder, je vous présente notre invité. Bonjour Fabien et bienvenue au podcast Invest Immo Club. Bonjour Bruno. Ravi de t'avoir parmi nous. J'espère que l'année 2017 commence bien pour toi. Écoute, pour l'instant oui. Je rentre d'un long voyage où j'ai pas pu beaucoup développer en 2016, mais je suis reparti au travail et pour l'instant ça s'annonce bien. Voilà. D'accord, super. Alors justement, c'est toujours intéressant de connaître un petit peu l'historique et le background des investisseurs. Donc est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est le tien ? Oui, bien sûr. En fait, je suis originaire de Bretagne. D'accord. J'ai fait un bac ES, ensuite une classe prépa à Rennes. Et j'ai intégré une école de commerce à Toulouse, plus précisément. D'accord. Ensuite, donc c'était assez intéressant ça, puisque j'étais en apprentissage sur les 2 dernières années dans un établissement bancaire. Donc, en fait, c'est un petit peu la clé aussi qui m'a permis de mieux appréhender le monde de l'investissement immobilier. D'accord. Et suite à ça, puisque pour faire de l'investissement immobilier, du moins au départ, il faut quand même un statut, entre guillemets. Qu'est-ce que tu entends par statut, ouais ? Le CDI. Ouais. C'est plus simple pour convaincre la banque de prêter effectivement de l'argent au départ pour se lancer. Ouais. Donc naturellement, on ne peut pas avoir de revenus immobiliers qui permettent de vivre dès le démarrage. Donc il faut trouver des options et ça peut être des options ponctuelles ou plus longues, notamment le fait de pouvoir trouver un emploi. Donc moi j'ai travaillé ensuite 5 ans dans une société à la Défense où j'assumais complètement ma mission, mais c'était aussi pour moi un outil pour pouvoir faire du développement à côté, si je puis dire. Ok, donc le CDI et ce travail pérenne avec un contrat à durée indéterminée, c'était un outil pour toi pour te permettre de faire d'autres projets à côté. Exactement. C'est surtout pas tant dans l'intérêt général, mais il faut bien vivre en fait, si tu veux, au départ. C'est-à-dire que le temps de trouver un investissement, de l'acheter, etc. Non seulement ça prend un temps et il faut vivre pendant ce temps-là, mais également du point de vue des banques qui sont frileuses à l'heure actuelle et qui l'étaient déjà au moment où j'ai commencé. Le vrai impératif, pour s'endetter, c'est de pouvoir répondre à la dette et de pouvoir y faire face, mais en cas d'impayé, ce genre de choses. Donc ça implique d'avoir des revenus. En aucun cas,
une garantie va faire le prêt. C'est-à-dire que le fait de pouvoir hypothéquer un logement ou ce genre de choses pour garantir la créance à la banque, ça c'est un mythe et ça ne les intéresse qu'à moitié. Bien sûr, ils prennent cette garantie-là, mais ce qu'ils vont vraiment étudier, sont tes capacités finalement à rembourser le prêt en cas d'imprévu, en cas de pépin. Ok, ça effectivement c'est surtout au début des premiers investissements aussi. Ça reste vrai, hein. Moi ça fait 7 ans maintenant que je fais de l'investissement. Il est hors de question pour une banque de financer des personnes qui n'ont pas de rémunération en fait. Parmi mes associés, il y a des personnes qui ont différents statuts, certains travaillent, d'autres non, mais bénéficient de patrimoine immobilier important par exemple. Pour autant, même si sur le papier ça peut faire entre guillemets rêver, c'est quasiment impossible pour eux d'avoir des prêts où les exigences bancaires sont trop importantes en fait finalement, malgré leur patrimoine qui est très important. Derrière ce micro, il y a eu déjà des gens qui étaient arrivés à un stade où leurs encours bancaires étaient très élevés et les échéances qu'ils devaient rembourser chaque mois étaient finalement plus importantes que leur propre salaire. Bien sûr, en face, il y avait les loyers perçus et donc ils disaient qu'à partir d'un certain stade, cette position est possible même si l'emploi génère moins d'argent que les encours, les mensualités. Évidemment, c'est mon cas, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il y a un ratio effectivement. Enfin, faut pas penser qu'on rentre un loyer de 500 € et qu'on a un prêt de 500 € et que la banque se dit du coup c'est bon. C'est pas ça, puisqu'en règle générale, ça a peut-être été expliqué auparavant, mais il y a une décote qui est appliquée par la banque. C'est-à-dire que pour de nouveaux projets, pour l'investisseur, ils vont considérer que seulement 70% des loyers vont rentrer. Donc sur un prêt de 500 €, un loyer de 500 €, en réalité, pour la banque, c'est une charge de un peu plus de 100 €, 150 €. Oui. Donc voilà. Ok, effectivement. Alors du coup, tu avais déjà cette mentalité de prendre le CDI comme un outil, voire comme un job alimentaire. Ça veut dire que tu avais déjà l'envie d'investir dans l'immobilier à ce moment-là, et même peut-être plus tôt. Alors, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as eu le déclic d'investir ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ta famille ? Est-ce que c'est un événement Alors, c'est pas familial, puisque mon environnement familial n'est pas tourné vers l'investissement ou ce genre de choses, même de projets ou de développement de projets. Le déclic à proprement parler, je ne m'en rappelle pas spécifiquement. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'intuition. Je pense que c'est surtout une accumulation de choses au travers des prises de renseignements ou sur Internet. En fait, je suis parti d'un constat qui est assez simple. En fait, j'avais fait un petit calcul. C'était, je pense, en prépa, ça aussi, j'avais eu un cours d'économie où en fait, il y avait un calcul du coût d'opportunité. En fait, le coût d'opportunité, c'est le temps qu'on passe sur un projet sans rémunération maintenant, alors qu'on pourrait faire autre chose. Qu'est-ce que ça nous coûte, mais qu'est-ce que ça va nous apporter. D'accord. Et en fait, je suis parti d'un calcul assez simple. C'est que puisque j'étais prédestiné, entre guillemets, sur un schéma classique, ayant fait prépa, école de commerce, etc., avoir un emploi de cadre dans une société, peu importe, alors certainement un boulot très intéressant, sur des rémunérations qui pourraient être de l'ordre de 3 000 € par mois, par exemple, à Paris. Une fois payer des impôts, une fois payer un loyer exorbitant, une fois avoir payé ses costumes pour aller travailler. Même si on réussit à mettre de l'argent de côté, ce qui n'est pas le cas de tous, mais même si on réussit à mettre 500 € de côté, après tout, 500 € de côté, par an, c'est 6 000 €. Voilà. Oui. Donc, en 10 ans, effectivement, on peut toujours dire que ce sera placé à X%, etc. Mais ça fait 60 000 €. Allez, avec des intérêts, 70 000 € peut-être. Voilà. En fait, je suis parti de ce postulat-là et je me suis dit qu'il fallait se crever pendant 10 ans pour avoir, entre guillemets, seulement ça. Après, ça va dépendre des standards que les personnes attendent. Avec 70 000 €, on fait beaucoup de choses, je ne dis pas le contraire. En revanche, il y avait cette notion de travail, non pas que j'aime pas travailler parce que je travaille énormément, mais pour moi, c'était pas la manière la plus efficace. Tu te dis qu'il y avait une manière peut-être. Alors, je pense qu'il faut coupler les manières, puisque le travail, pour moi, c'est quand même une vertu, le fait de travailler, même pour un salaire, ce genre de choses. Mais je me suis dit que, compte tenu du coût de la vie, qu'est-ce qu'on fait réellement au travers, ne serait-ce que l'achat d'un appartement ou d'une maison ou
le projet de vie, 70 000 euros de capital, ça me paraissait pas être en adéquation avec mes envies, avec Ouais, effectivement. le fait moi ce que je considère comme un luxe, c'est pas forcément des objets luxueux ou des voitures ou des choses comme ça, mais c'est ne serait-ce que le fait de pouvoir voyager, ce genre de choses. Ouais, des expériences plutôt que du matériel. Exactement. Ouais. Et du fait, ça me paraissait juste au regard du travail qu'il aurait fallu fournir pour le faire. Donc j'ai compris, j'ai pas forcément eu de déclic à un moment donné, mais j'ai compris au fur et à mesure du temps qu'il y avait peut-être un autre moyen, que ces 500 euros-là, au lieu de les mettre de côté par mois, je pouvais peut-être les dépenser, en fait. Les dépenser à vivre, en fait, à profiter aussi de ma vie en étant jeune. Mais par contre, d'utiliser une capacité d'endettement qui pourrait être la mienne, c'est-à-dire tout simplement le fait d'acheter de l'endettement immobilier et faire rembourser cette dette par un tiers, autrui, le locataire en fait. Okay. Donc ce locataire-là va rembourser ta dette. Toi, tu n'as pas à mettre cet argent de côté. Pendant ce temps-là, tu peux en jouir. Et à l'arrivée, tu as le même patrimoine, si on reste sur le 500 euros par mois, que si tu avais mis ça de côté. Seulement à côté, tu as mieux vécu et en plus, tu as quand même ce patrimoine-là. Après, c'est sa première étape de compréhension. Ensuite, la deuxième étape de compréhension, c'est de se dire que la capacité d'endettement, effectivement, n'est pas illimitée, mais elle est extensible au fur et à mesure des revenus, au fur et à mesure des projets. Et du coup, on peut multiplier cette opération. Donc, de 500 euros par mois, on peut avoir 2 appartements à 1 000 euros par mois. Après, on peut aller plus loin. On peut développer, on peut avoir plus de lots à la location. Et du coup, ça peut arriver sur des sommes qui sont, par exemple, de 3, 4, 5 000 euros par mois, alors qu'on ne perçoit pas et qui sont assujettis à l'impôt malgré tout, etc. Donc, il faut pouvoir investir de manière raisonnable et toujours proportionnelle à son revenu. Il faut faire attention, il ne faut pas avoir trop gros. Mais dès lors qu'on met 5 000 euros par mois de côté, c'est plus pareil que 500. Donc, au bout de l'année, c'est 50 000. 10 ans, c'est 500 000. Voilà. Là, je ne parle pas d'intérêts qui peuvent courir, etc. Mais voilà, je schématise et c'est pas si simple que ça. Mais c'est l'approche de compréhension qu'il faut avoir, enfin que j'ai eu en tout cas moi de mon côté au départ. Après, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, c'est une intuition. Et du coup, c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre. Voilà. Alors justement, tu as dit le meilleur moyen de pouvoir utiliser cette capacité d'endettement, c'est d'avoir en face le critère numéro 1 pour les banques, c'est-à-dire un CDI. Et donc, tu t'es attelé à avoir ce CDI. Et même avant, en fait, tu avais un apprentissage. Ouais. C'était un contrat de professionnalisation. Donc, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on est considéré non pas comme apprenti, mais comme salarié par l'entreprise. Mais bon, le statut, c'est une chose. C'est surtout le fait d'avoir une rémunération qui était intéressant à ce moment-là. Ouais, d'accord. Et donc, même avec cette première rémunération qui était... tu gagnais combien par mois avec... Je gagnais 800 euros net. D'accord. 850, je crois. 850 peut-être. Ok. Et donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu as décidé de faire ton premier investissement. Exactement. Alors, tout seul, c'est impossible. Ça, on pourra en discuter si tu veux, mais le fait est que... Alors là, dans ton cas, c'était impossible par le fait de ce montant de rémunération ? Non, c'est difficile. Il ne faut pas non plus donner de fausses idées à des personnes qui pourront nous écouter. C'est très difficile de le faire tout seul. C'est jamais impossible, mais c'est très difficile de le faire tout seul avec ce niveau de rémunération. Surtout que là, mon statut était un petit peu précaire puisque c'était un contrat de 2 ans. Donc, il a fallu que je m'associe avec des amis qui, eux, avaient des statuts un petit peu plus stables, si je puis dire, des rémunérations un petit peu plus importantes, mais pas beaucoup plus, puisqu'on était très jeunes à l'époque. D'accord. On avait 22 ans. D'accord. Du coup... ça, c'était en quelle année, tu te souviens ? 2009. 2009, ok. 2009. J'ai acheté mes premiers appartements. On en a acheté 3 d'un coup en 2009. Voilà, fin 2009. D'accord, ok. C'était, alors, juste rapidement, c'était quoi ? C'était un lot de 3 appartements ou alors c'était... Exactement, en fait, c'était un investisseur qui se séparait, donc qui avait fait une construction avec certainement un avantage fiscal à la clé à l'époque pour une construction sur du neuf. D'accord. Et qui se séparait, je pense, à la fin de la vie de son prêt ou quelque chose dans ce style, je ne connais pas exactement le détail. Mais ou alors à la fin de l'avantage fiscal peut-être. De l'avantage fiscal certainement, qui se séparait de ses biens et qui les vendait par contre en lot pour pas, je pense, multiplier les opérations. Son intérêt, c'était à mon sens pas la plus-value, mais plutôt, il a eu son avantage fiscal et il sort. Donc il ne s'est pas embêté, il a voulu simplifier les choses et vendre un lot de 3.
D'accord. Et c'était dans quelle ville? C'était à Toulouse. D'accord. C'était à Toulouse, donc c'est une ville où j'ai continué d'investir majoritairement. La majorité, en fait, j'irais à 75% de mes appartements maintenant sont à peut-être pas 70% sont à Toulouse. Ok. Justement, tu oui. as combien d'appartements? Alors, on va voir un petit peu. La totalité de ces biens sont en co-investissement, mais voilà, Oui. tu es impliqué dans l'investissement de Voilà. combien d'appartements, combien d'unités, ouais. Alors, en fait, si tu veux, pour moi, enfin, je vais répondre, mais ce chiffre n'est pas vraiment important, Ouais. puisqu'il D'accord. dépend aussi de l'endroit où c'est placé. Mhm. C'est-à-dire que je connais des personnes qui ont 3 appartements à Paris et qui ont des revenus à l'arrivée plus importants que moi, ou en termes de patrimoine, ça représente des choses plus importantes. Donc, c'est un chiffre qui va peut-être paraître impressionnant, C'est parce vrai. que c'est 40 lots aujourd'hui. Donc, il s'agit de 40 appartements dans des villes moyennes ou maisons. Des maisonnettes, je dirais plutôt des maisons de ville. D'accord. Après, si tu veux, c'est pas ça qui pour moi est réellement important, et je ne sais pas. Quel est le chiffre justement, toi, qui... Justement, je connais pas. En fait, si tu veux, tous ces investissements ont été réalisés en co-investissement. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et que je continuerai à faire de manière assez systématique. Alors, j'y reviendrai peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, je déroge pas. Parce que en cas de pépin, c'est très utile. Alors si on a l'objectif d'en faire un ou deux, autant le faire tout seul, c'est sûr. Ouais. Puisque s'il y a un petit pépin sur un appartement, on peut y faire face tout seul. Après, dès lors qu'on commence à vouloir partir sur une multitude d'immeubles, s'il y a un problème, et ça m'est déjà arrivé, sur Ouais. 2 immeubles en même temps, avec des pertes de revenus locatifs, des soucis, y faire face seul, c'est très très dur, quasiment impossible. Et du coup, on se met en danger. Ça crée du souci, etc. Alors que quand on a pris le soin de s'associer au départ, effectivement, on va rentrer un petit peu moins d'argent sur une opération X. Mhm. Par contre, grâce à ça, on va pouvoir aussi garder la solvabilité pour faire les opérations Y, Z et d'autres encore. Donc, ça divise le risque et ça multiplie alors c'est pas exponentiel, mais presque, la capacité d'investissement. D'accord. Voilà. Alors justement, c'est très intéressant. Et alors après, je te questionnerai juste peut-être sur un des problèmes que tu as eu avec les immeubles. Mais je veux juste revenir en arrière sur le premier investissement dans les 3 lots. Donc à ce moment-là, tu es en contrat de professionnalisation à Toulouse, ouais. et vous investissez à 3 dans 3 lots en partenariat. Alors à ce moment-là, vous êtes dans quel type de partenariat avec les 2 autres co-investisseurs? On crée une SCI. Ok. On crée une SCI tout simplement. Ouais. Il y a différentes manières et elles sont très nombreuses d'investir dans l'immobilier. Il y a différents statuts. Il y a la location meublée, professionnelle, non professionnelle. Enfin, il y a vraiment une multitude de statuts. Je pense qu'il n'y en a pas de meilleurs que d'autres. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Ça correspond. Enfin, il faut choisir celui qui correspond le mieux à une situation donnée. Et surtout un objectif long terme d'investissement. Qu'est-ce que je veux? Moi, j'ai choisi de faire de la location vide majoritairement, très majoritairement, donc dans le cadre de SCI, ou des locations meublées quand on est très bien placé, quand on est dans des secteurs assez étudiants. Location meublée, du coup, en indivision, tout simplement. Alors, du coup, à ce moment-là, un SCI, donc c'était quoi sur l'impôt sur le revenu, l'imposition? Oui. D'accord. Oui. Et le financement, alors comment vous avez fait pour financer ces 3 lots? Ça représentait combien, quelle somme? Et puis combien vous avez apporté chacun à ce moment-là? Et puis comment vous êtes allé voir la banque? Alors, à l'époque, puisque effectivement, on peut réaliser, et je le fais toujours, et j'invite à le faire au maximum compte tenu du coût de l'argent aujourd'hui, qui n'était pas le même à l'époque. Le crédit était à quasiment 4% sur 15 ans. Donc, c'est pas la même chose. Ouais. Donc là, il y avait un intérêt à mettre de l'apport, entre guillemets. Aujourd'hui, on peut essayer de le faire sans apport. C'est quand même plus dur, et je recommande pas forcément, en fait. En mettre un petit peu, c'est bien aussi, parce que ça diminue la mensualité, ça met moins de pression, et du coup, on peut passer aussi au suivant de manière un petit peu plus souple en termes de calcul de taux d'endettement, ce genre de choses. Ouais. Toujours en ayant en garde peut-être d'avoir quand même un matelas de trésorerie. Oui, alors ne pas mettre toutes ses économies dans l'apport et être à zéro une fois que le bien est acheté. Oui, je pense que c'est essentiel
Alors, j'étais un petit peu fou au départ, c'est-à-dire que moi, je l'ai fait concrètement. J'ai mis la quasi-majorité de mes économies Ouais. dedans. Bon, on était trois, donc il ne pouvait pas arriver de gros problèmes. Une Ouais. perte de loyer sur un studio, c'est 450, 500 euros. On est trois, donc ça fait 150 euros par mois éventuellement. Donc le risque n'était pas important. Mais si on est tout seul, oui, je pense que c'est important de garder au minimum 3 000 à 4 000 euros. Voilà, des travaux, un ravalement qui arrive sur la façade ou ce genre de choses quand on est dans des copropriétés. Ouais. Ça peut tomber. Et en même temps, Donc, là, dans votre cas, vous avez acheté 3 lots, vous aviez 3 rentrées d'argent pour un seul prêt, donc aussi le risque était, le risque exactement. de problème de revenu zéro est quand même un peu limité. Exactement. Plutôt que d'acheter un appartement chacun, Ouais. parce qu'on aurait pu le faire aussi, il y avait 3 appartements, on était 3 à vouloir le faire. Tout On à a fait. décidé d'acheter les 3 à 3, en ce sens que dès lors qu'il y avait une carence locative, plutôt que ce soit une personne qui la supporte sur un appartement, chacun son tour, entre guillemets, si chacun en avait eu un, là, il y a une carence locative, elle a été supportée de manière quasiment insensible finalement, puisque 150 euros par mois, si on travaille, c'est une somme, certes, mais c'est simplement une diminution du niveau de vie sur un mois. 500, c'est pas pareil. Des fois, ça peut ne pas passer. Suivant le niveau de revenu, suivant si on tombe le mois des impôts, le mois de Noël, j'en sais rien. Enfin, voilà, il faut pouvoir vivre aussi. À mon sens, il ne faut pas investir tout en se privant trop. Et moi, il y a des époques de ma vie au départ où peut-être que j'ai fait des sacrifices en fait importants, alors que je suis content de les avoir faits, mais il faut faire attention quand même. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut quand même garder de l'argent pour vivre, parce que c'est le plus important. Ouais, effectivement. Et du coup, alors quand vous êtes allé voir les banques, l'accueil a été facile de leur part, les bras ouverts. 3 jeunes qui sont peut-être encore pour certains dans les études et qui vont acheter 3 appartements en lot, alors qu'ils n'ont même pas de RP non plus. Oui. Voilà, comment ça s'est passé l'accueil? Voilà, alors du coup c'est intéressant, là tu parles de résidence principale, etc. En fait c'est une philosophie, ce que je vais te dire. C'est que en fait l'accueil a été, on va dire moyen. Ok. On était tous clients de la banque. Ok. Par historiquement. De circonstances finalement, voilà, historiquement. Donc ça, je pense que ça a joué un petit peu aussi. En revanche, il y a eu effectivement, il y a eu deux oppositions de la banque, qui n'étaient pas tant le montage de l'opération, puisqu'on a présenté une opération qui était viable. Rapidement, c'était quoi les chiffres, le prix des 3 appartements et puis les revenus simulés? Le prix des appartements, 3 appartements, un peu moins de 200 000. Apport 30 000 au total, on va dire. Donc 10 chacun. Ouais, voilà, un petit peu moins peut-être. Voilà, enfin, divisé par 3, 70 000 l'appartement, on va dire 65 000. Ouais. 65-70 000. Des appartements qui se louaient 400 euros hors charge à l'époque. Par contre, des mensualités de prêt qui étaient importantes, qui étaient de l'ordre de 1200 ou 1300 euros. Peut-être un peu plus de 1300 euros sur ces prêts-là, avec des choses mal négociées par une méconnaissance. Donc tu disais 15 ans à 4% par exemple, c'est ça À peu près, ouais, à peu près. Alors, j'ai renégocié depuis les prêts depuis un certain temps. Bien sûr. J'en ai vendu plusieurs, et je suis en train de vendre le dernier, là. J'en ai vendu 2, j'en revends un. Donc, j'ai plus tous les aimants pour parler de l'opération, mais pour te donner un ordre d'idée, c'était ça. Voilà, En gros, on allait chercher une rentabilité à un petit peu moins de 7% sur des appartes en très bon état et très bien placés à Toulouse. D'accord, ok. Donc vous arrivez avec ce projet-là, et donc les 2 oppositions que vous avez, dont tu te souviens? La première, mais la répartie, et je pense qu'en fait il faut adopter une position, pas dire agressive, parce que ça reste un partenaire dont on a besoin, mais vis-à-vis de la banque. Mais en fait, par défaut, une banque ne prête pas. En fait, ça ne l'intéresse pas. Déjà, c'est d'autant plus vrai maintenant, puisqu'il ne gagne plus d'argent avec les prêts, ou moins. Ok. Je voudrais dire que ça aussi, tu as pu le voir de l'intérieur peut-être lorsque tu étais dans ton contrat de professionnalisation justement dans une banque. Oui, mais tu as raison de le souligner, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'efficacité d'une banque n'est pas une enseigne, mais plutôt un conseiller. Il y en a beaucoup qui ne font pas grand-chose, qu'il faut relancer en permanence, etc. Je trouve ça assez navrant. Par contre, il y a des personnes des conseillers qui se démènent et qui font vraiment leur job, tout simplement. Donc ça, le but, c'est de le trouver. En fait, c'est pas trouver sa banque, c'est trouver son conseiller. Effectivement. C'est ça l'important, à mon sens.
Après, voilà, il y a tout. Donc, moi, je l'ai vu en interne dans la banque, où en fait, c'était parfois juste une question de bon vouloir. Quand on parle de prêter 200 000 euros à 3 personnes, c'est pas des gros montants. Les enjeux sont pas gros. On passe en commission, le plus souvent, on reste en agence. Donc, c'est un directeur d'agence qui choisit ou non de financer le dossier. Il n'est pas question de comité de risque ou ce genre de choses. On reste au départ sur des petits encours. Donc finalement, c'est plutôt la manière dont on aborde la banque qui est importante. D'accord. Chose que je faisais pas à l'époque. Il y a les courtiers qui peuvent beaucoup aider, je pense aussi, effectivement. aussi maintenant. Voilà, moi à l'époque à la banque, la première des choses qu'on m'a dit, on m'a dit votre dossier est bon, mais vous comprenez, vous avez 22 ou 23 ans, c'est pas dans l'ordre des choses, etc. Donc là, il y a une réponse très simple et du coup qui a coupé court. J'ai répondu que si je revenais le lendemain pour demander, peut-être pas la même somme, mais quelque chose d'un petit peu plus, moins intelligent, on va dire, mais 30 000 euros pour acheter une Golf GTI, on me les prêterait. On me les prêterait de manière assez facile et je serais accueilli les bras ouverts et voilà, alors que c'est beaucoup plus risqué, entre guillemets. Effectivement. Donc là, ça a coupé assez court. Après, on est rentré dans une chose un petit peu plus intéressante. Là, il y a débat. C'était le fait de ne pas avoir une résidence principale. Ok. Mais j'ai expliqué ça, et c'est mon point de vue toujours. Après, ça dépend où on habite. Ouais, tout à fait. Mais pour des personnes habitant dans des grandes villes où l'immobilier est comme cher quand on débute, surtout quand on a des petits revenus, qu'en fait, c'était un non-sens. Puisqu'en faisant ça, en achetant sa résidence principale en premier, on se retrouvait un petit peu pris à la gorge, puisque souvent, quand on veut une résidence principale, on ne fait pas attention à la rentabilité qu'elle peut avoir. Effectivement. On achète un coup de cœur, on achète un truc sympa, et on se met, surtout, on va avec l'enveloppe maximale qu'a déterminée la banque pour nous, à la recherche d'un appartement. Et cette enveloppe maximale est souvent le taquet du taux d'endettement. Exactement. Donc, par voie de conséquence, on arrive avec sa résidence principale, certes, donc c'est très bien, mais on se retrouve endetté sur des financements longs, sur 20 ans. S'il n'y a pas d'évolution de revenus en parallèle, en règle générale, il y a des évolutions de revenus, mais le fait est qu'il n'y a plus de capacité d'endettement. C'est terminé. Donc en fait, on s'est mis une balle dans le pied. En fait, moi, ce que je recommande aux investisseurs, primo-investisseurs, c'est d'acheter d'abord des appartements en locatif. Alors ça dépend, il y a des villes où c'est pas intéressant. Je pense à la ville dont je suis originaire, c'est Brest. C'est la ville où à partir de 9 mois à payer un loyer, c'est moins intéressant que d'acheter. Donc là, la question se pose. Si on se dit qu'on est sûr de rester 5 ans à Brest, compte tenu de la petitesse des loyers, des coûts de l'immobilier, entre guillemets, là, c'est bête de ne pas acheter sa résidence principale. Je pense qu'il faut le faire. En revanche, dans d'autres villes, Paris, on n'en parle même pas, mais Lyon, Toulouse, disons les 10 plus grandes Bordeaux, villes de France. Nantes, voilà, exactement. Où l'immobilier a une valeur foncière quand même importante quand on parle de plus de 3 000 euros au mètre carré dans les beaux quartiers. Là, ça coûte cher. Donc, à mon sens, il faut mieux faire. Ça dépend de l'ambition qu'on a. Si on a envie d'avoir qu'un appartement locatif, on aura largement le temps de le faire après sa résidence principale, etc. Mais si on veut devenir un développeur immobilier et s'affranchir des contraintes, je dirais, de la vie, si on rentre dans le modèle que je décrivais tout à l'heure, à savoir vraiment vouloir faire du développement par la dette et qu'on a des ambitions. Alors les ambitions, elles peuvent être... Là, tout à l'heure, je parlais d'un nombre de lots que j'ai pu acquérir. C'est une chose. C'est pas un but final, hein, le nombre de lots, ce genre de choses. On peut être très très heureux avec 3 beaux appartements achetés. Voilà. Mais si notre objectif est de multiplier les opérations, il faut commencer par, à mon sens en tout cas, par l'investissement immobilier locatif. Sur le côté, il y a une forme de stratégie, puisque la banque est assez binaire finalement. Si on vient la voir avec un dossier en disant que c'est du locatif, malgré le revenu complémentaire du loyer, ils vont opposer au projet qu'on n'a pas de résidence principale. Donc il y a quelque chose que je recommande qui n'est pas, enfin je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, on peut le faire complètement. Il n'y a pas d'engagement écrit ou ce genre de choses. On peut complètement dire à la banque que c'est effectivement notre résidence principale. Au départ, puisque eux, de manière assez bête, vont dire soit c'est votre résidence principale et je la finance, et pourquoi vous ne prenez pas encore plus gros, pourquoi un studio, etc., je vais vous prêter, ou soit je viens avec une opération intelligente de développement patrimonial, avec une rentabilité, avec des loyers, avec un emplacement, avec un certain nombre de critères, et je ne vous finance pas parce qu'on ne finance plus le locatif, parce que
on fait attention maintenant, etc. Donc en fait, il faut non pas se jouer, mais s'adapter finalement à l'interlocuteur qui est quasiment binaire. Donc effectivement, comme tu dis, même si stratégiquement et financièrement, c'est en général plus intelligent de commencer par du locatif qui va générer peut-être du cash flow pour pouvoir continuer ensuite. Et après, voilà, à un moment, j'ai décidé d'acheter sa résidence principale. C'est peut-être plus malin de faire comme ça, mais pour les banques, dans leur logiciel, c'est plus courant de financer une RP, donc c'est ce qui va être plus facile à financer. Oui, pour eux, en fait, c'est les individus, l'individu investisseur immobilier. Ouais. Quand je dis pour eux, je parle d'une manière générale. Oui, bien sûr. Des conseillers qui comprennent quand même cette logique et qui d'ailleurs, ces mêmes conseillers font exactement pareil que nous, du fait de leur CDI et de leur facilité, de leur approche bancaire. Je connais beaucoup de banquiers qui ont des investissements locatifs puisqu'ils ont compris aussi ce mécanisme-là. Mais d'une manière générale, oui, c'est pas bien vu, entre guillemets. Enfin, c'est pas la logique, quoi. Donc, on vient faire ça quand on a 40 ans, quand on a des sous-côtés, par une diversification. L'investisseur immobilier pur n'est pas un profil désirable pour les banques. Ouais. Donc pour résumer, si un débutant a un projet d'investir dans un T1, T2 ou même une maison pour faire du locatif et qu'il habite dans la même ville, il peut avancer l'argument que c'est sa résidence principale. Voilà, alors moi j'invite personne évidemment à flouter le jeu entre guillemets parce qu'il faut bien être conscient des conséquences. Si les banques établissent un certain nombre de critères, c'est aussi qu'elles ont des raisons de le faire. Oui. C'est-à-dire que c'est pas juste une mentalité. Alors, on peut le penser, on peut se dire c'est une mentalité, etc. Je pense que c'est une partie de la réponse. Par contre, il y a aussi qu'il peut y avoir une analyse de la banque, si elle fait son boulot, à se dire non, ce dossier-là, compte tenu de l'endettement, compte tenu... voilà, faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller se mettre au taquet si on a une capacité d'endettement de, par exemple, 700 € par mois dans une ville moyenne. Il ne faut surtout pas aller acheter tout seul, à mon sens, un T2 avec 700 € de prêt et même 700 ou 750 € de loyer. Puisque le jour où ça va coincer, on aura toujours le loyer du coup qu'il faudra payer, donc à 6 ou 700 € le loyer de l'appartement dans lequel on sera. Mais à côté, on aura aussi la carence locative qui peut durer en cas de problème et le prêt à rembourser. Et là, c'est une autre affaire. Donc j'invite les gens à faire quand même très attention. Il faut faire ça quand on est associé, quand on est certain de pouvoir faire face à l'échéance. Et ça doit rester, comme je disais tout à l'heure, 3 appartements à 3, un locataire qui part, un loyer de 500 €. Oui, j'ai 150, 200 € sur 6 mois s'il y a un gros problème, il y a le feu dans l'appartement ou ce genre de choses, à mettre dans le projet. Parce que le premier embêté, ce sera pas la banque, ce sera vraiment l'investisseur qui sera dans une situation plus que délicate et une situation même dangereuse. Donc il faut faire vraiment attention, faut démarrer doucement. Bien sûr. Ouais. Et si on commence à vouloir jouer entre guillemets sur des cordes assez sensibles comme ça, il faut vraiment être sûr de son coup et il ne faut surtout pas flouter en étant juste, quoi. Il faut vraiment être certain d'avoir la capacité financière. Ok, ouais, excellent. Merci pour cet avertissement et ce conseil. C'est vrai que néanmoins, il faut rester le plus prudent parce que les sommes peuvent impacter fortement sur une personne, sur sa capacité de rembourser, etc. Donc, tous les investissements que tu as fait, comme on l'a dit, tu l'as fait avec des co-investisseurs. Aujourd'hui 40 lots à peu près, même si c'est pas un chiffre que tu suis forcément puisque c'est pas très significatif selon toi. Alors juste je voulais savoir comment est-ce que tu gères les associations sur ces différents investissements. Est-ce que c'est toujours avec les mêmes personnes? Comment tu fais pour gérer comment sont impliqués les gens dans chaque association? En fait, ça s'est fait assez naturellement au départ avec 2 amis qui avaient la même volonté que moi d'investir. Ensuite, il y a des gens de mon entourage toujours, qui ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait, à savoir, parce que pour la plupart des gens, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand on démarre, quand on est jeune, on se dit, on a été prendre rendez-vous avec son conseiller et il nous a dit non, là c'est pas possible, résidence principale d'abord, après on verra, c'est compliqué, etc. Et du coup, on a des gens
assez déçus, assez blasés en disant c'est réservé aux autres. Pas du tout. Donc nous, on a montré que, et il y a beaucoup de gens qui le font, hein, mais à notre échelle, en tout cas vis-à-vis de notre entourage, on a montré que c'était réalisable. Ouais. Et ça paraissait à l'époque assez hallucinant à notre entourage. 3 appartements à Toulouse, ça paraissait déjà... voilà, il y a le mythe du propriétaire immobilier qui a plein d'appartements, etc. Donc on a commencé à me poser des questions, à savoir pourquoi, comment, l'objectif, comment c'est possible, etc. Donc voilà, ça a intéressé aussi des gens de se lancer dans l'aventure. Donc moi, je suis associé aujourd'hui, pour répondre à ta question, avec 5 amis, Ok. 5 amis associés, amis avant tout, associés ensuite. Ouais. C'est un choix. Après, c'est pas. On peut aussi s'associer avec des amis et que ça se passe mal. Hein, donc, il faut être assez vigilant. Ça, je laisse les gens être sûrs d'eux-mêmes et sûrs de leurs amis, même si on n'en est jamais sûr. Ouais. C'est souvent dans la difficulté ensuite qu'on se rend compte. Non, moi, j'ai pas eu nécessairement de mauvaises expériences avec mes amis. Et justement, juste sur ce point-là, il y a une manière pour toi d'essayer de te prémunir de potentielle dégradation dans le partenariat, dans la relation. Je sais pas si dans les statuts des montages que vous faites, tout est carré dans le bien et aussi dans les situations qui risquent de partir mal. Tout est carré. Ouais. Tout est carré. Alors, ce que j'ai fait moi au départ, c'est pas une question de confiance, mais c'était surtout une question que c'est moi qui ai tout géré. C'est moi qui ai monté les opérations et qui en ai assumé la gestion. Mais déjà, je me suis toujours prémuni en gardant la gérance de la SCI. Ouais. Après, je dois dire que les personnes... Enfin, on se prémunit, c'est une chose, mais il y a aussi une notion de confiance. Si on n'a pas confiance déjà de base, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'objectif de l'investisseur, c'est pas trouver un copain fortuné avec une grande surface patrimoniale qui permette de l'endettement à nous aider à se développer, mais en sachant qu'il a, entre guillemets, des vices, notamment avec l'argent, ce genre de choses, ou que c'est une personne qui n'est pas droite. Ça, c'est la plus mauvaise des idées. Puisqu'on va se retrouver en position délicate très rapidement. Exactement. On va perdre un ami, en plus, si c'était un ami. Voilà. Donc, là, se prémunir, oui. Il y a des statuts dans les SCI. Après, dans les indivisions, il n'y en a pas. Hein, c'est le droit commun. Donc, voilà. Je pense qu'il y a une notion de confiance. Il peut y avoir des pactes d'associés aussi dans les SCI. D'accord. Donc, ce sont des pactes qui peuvent rédiger au départ, où tout le monde est signataire en disant voilà, on revendra pas, par exemple, ça peut être ça. On revendra pas avant X années, sauf si on est d'accord tous les 3, sauf si... Après, il peut y avoir des circonstances de vie, hein, un décès, un divorce, une maladie. Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et effectivement, à ce moment-là, il peut y avoir des besoins d'argent. Et effectivement, voilà. Mais il faut avoir le même objectif, je pense, au départ. C'est-à-dire qu'il faut se mettre avec des personnes qui ont le même but, qui veulent à peu près la même chose, et qui, du coup, pour elles aussi, c'est un à côté, qui ont des salaires, qui n'attendent pas forcément de tirer le fruit tout de suite de ces investissements-là. Ouais, effectivement. Bah, du coup, tu disais, dans la plupart des associations que tu as réalisées, c'est toi qui es le leader un petit peu des opérations. Et donc, on peut dire c'est des collaborations qui sont asymétriques, en tout cas dans le rôle d'activité des personnes. Alors, ça a été vrai surtout par le passé. D'accord. Dans le sens où j'ai impulsé cette démarche, puisque j'avais lu avant eux, j'avais compris ce mécanisme du fait, tu parlais de mon expérience bancaire aussi, j'avais vu défiler un certain nombre de profils, un grand nombre de profils qui réussissaient, donc ça m'avait mis en premier la puce à l'oreille, ça m'avait inspiré, si tu veux. Donc j'ai donné l'impulsion au départ, j'ai continué de donner cette impulsion-là. Après, aujourd'hui, je suis arrivé dans une démarche avec mes amis associés, où en fait ils ont compris aussi, alors il y a une question de temps aussi, gérer 40 appartements tout seul, c'est très compliqué, il ne faut pas croire que c'est simple, c'est très compliqué, il y a de l'administratif, il faut se protéger, il faut réguler les trésoreries, il y a des feuilles d'impôt, enfin je ne veux pas dire que c'est lourd, mais c'est du boulot. Il y a de l'administratif et il y a du boulot à faire, c'est sûr. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis passé dans un nouveau mode de développement que j'ai mis en place depuis l'année dernière. Puisque l'année dernière, comme je l'ai dit au départ, je suis parti en voyage où j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande notamment pendant longtemps. Donc, je n'ai pas développé moi-même. Donc, j'ai demandé
à mes associés de m'aider en se répartissant à la fois les tâches, en créant un nouveau modèle de développement, à savoir que développer, ça prend beaucoup d'énergie. Donc maintenant, avec mes associés, par exemple, je vais développer une affaire et on se met à 3 et on met de l'énergie à 3. Mais par exemple, je vais développer une affaire de A à Z pour eux, d'accord ? Je vais m'en occuper. Ouais. Par contre, en contrepartie, eux vont développer une affaire de A à Z pour moi également. Comme ça, on multiplie les opérations sans mettre de l'énergie parce que voilà, pour gérer un locataire ou 2 locataires, il n'y a pas besoin d'être 3. Oui. On multiplie les interlocuteurs pour le locataire, pour un maître d'œuvre s'il y a des travaux, pour tous les interlocuteurs en fait. On ne sait pas à qui s'adresser, donc c'est plus compliqué. Oui, ok. Donc en fait maintenant, on a choisi ce mode de fonctionnement où c'est donnant-donnant entre guillemets. Des personnes, certains associés vont s'occuper de tel projet et vont le mener. Ouais, d'accord. En contrepartie, moi je vais mener des projets autres et de A à Z. Ok, effectivement, voilà. Et ces associés aujourd'hui ont la capacité de faire ça parce que vous avez un historique déjà sur certains investissements ensemble. Et donc peut-être qu'au départ c'était... ça devait venir de toi l'impulsion et le fait de prendre le leadership, et aujourd'hui c'est plus facile de pouvoir déléguer des projets entiers à chacun. Ils ont acquis une expérience. Alors je dis pas que j'interviens pas ou qu'ils interviennent pas sur les miens. Non voilà, mais il y a un responsable quoi. Ouais voilà, exactement. C'est ça l'idée. Il y a quelqu'un qui mène le projet et qui est un interlocuteur finalement de référence pour ce projet-là. Et après, évidemment, on s'appuie les uns sur les autres pour faire face aux problématiques qu'on rencontre sur le terrain. Ouais, effectivement. Et du coup, alors pour les nouveaux projets que vous réalisez, à chaque fois, vous essayez de faire des participations paritaires. Par exemple, si vous êtes 33% chacun, etc. Ça a toujours été l'idée. Okay. Ça a toujours été l'idée de mes projets. Je pense que c'est assez sain de s'associer de cette manière-là, puisque du coup, il n'y a plus de rapport de force. Déjà, on enlève un rapport de force. Alors, évidemment, si quelqu'un, ça m'est jamais arrivé, mais si on s'associe avec quelqu'un qui mettait de l'apport, etc., on pourrait se poser la question, qui mettait plus d'apport. Après, il y a ce qui s'appelle en comptabilité le compte courant associé aussi, sur les apports. Donc nous, c'est ce qu'on utilise, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je n'ai pas d'argent et que un de mes associés souhaite réaliser un projet et que lui souhaite y mettre de l'argent, sur un projet à admettons 200 000 euros, d'accord. Si moi, je n'ai pas d'apport à y mettre, par contre que la banque dit qu'il faudra 10% sur ce projet-là pour qu'il nous suive, lui va les mettre, donc les 20 000 euros. À l'arrivée, on aura 50% des parts chacun. À l'arrivée, le jour où on va vendre, alors admettons qu'il n'y ait pas de plus-value, etc., que le prêt soit fini de rembourser pour simplifier les choses, on va revendre dans 15 ans 200 000 euros. Avant d'avoir 100 000 euros chacun, il va reprendre ses 20 000. Exactement. Il va reprendre ses 20 000, il restera 180 qui seront le fruit de la vraie capitalisation, issue des loyers, et ceux-là, on va se les partager. Effectivement, c'est très pratique d'utiliser ce compte courant d'associés pour pouvoir mettre de l'argent, mais sans mettre au prorata les voix ou la participation dans la société. Voilà. Et c'est à la fin, à la sortie, qu'on récupère que l'associé, ou alors même au cours, enfin ça dépend des statuts, que l'associé peut récupérer. Bien sûr, si la trésorerie le permet, il peut le récupérer avant. Voilà. Après, la trésorerie peut servir à réinvestir ailleurs aussi, donc après ça dépend ce qu'on veut faire. Ouais, effectivement. Alors du coup, dans le patrimoine là, des 40 lots, par exemple les premiers, c'était donc tu les as vendus, mais tu en as d'autres depuis, des biens en cœur de ville, donc avec des rentabilités autour de 7%. Depuis, vous avez aussi investi dans des biens type immeuble de rapport, donc avec des rentabilités plus élevées. Tu me disais plus de 10%, voire même peut-être plus. Oui. Quel est ton ressenti et ton a posteriori ton feeling par rapport à ces deux types de biens, des biens à très forte rentabilité un petit peu plus excentrés et des biens patrimoniaux, on va dire peut-être en cœur de ville, mais qui ont une rentabilité un peu moindre? Alors, du coup, c'est assez mitigé, entre guillemets. Je pense qu'il faut avoir les deux. On a beaucoup lu
sur des forums. Alors, je sais pas, peut-être que des intervenants avant moi en ont fait l'éloge et dans tous les cercles d'investissement immobilier, on parle beaucoup de l'immeuble de rapport Ouais. comme la clé de voûte, générant des cash flows qui permettront de générer d'autres Effectivement. appartements, etc. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever tous les arguments. C'est vrai. C'est très confortable en termes de trésorerie, ce genre de choses. En revanche, le fait d'avoir un immeuble, donc, parce qu'une rentabilité à 12%, Ouais. on ne la trouve pas en cœur de centre-ville, Oui. enfin, on ne la trouve pas. Ça a déjà dû arriver dans l'histoire de l'immobilier, mais les personnes qui nous écoutent et moi-même vont très, très difficile, à moins d'avoir une chance Oui, inouïe, bien sûr. mais trouver ce type d'opération Ouais, dans une on est ville d'accord. attractive, en plein centre, en bon état, ça n'existe pas. Sauf Oui, oui. Non, cas exceptionnel, mais ça n'existe pas d'une manière générale. ouais. Donc en fait, on va être obligé pour aller chercher des rentabilités d'acheter des immeubles qui ont des défauts, forcément. Les défauts, ça va être une situation géographique un peu moins sexy, ça va être un état qui n'est pas refait à neuf, ça va être une toiture à changer dans quelques temps, Ouais. ça va être ce genre de choses. Toi, concrètement, dans votre gestion des biens entre les deux, tu as ressenti plus de maintenance, plus de problèmes à résoudre dans les immeubles ou dans les biens avec très forte rentabilité que dans les petits biens en cœur de ville? Oui, il y a Ok. il y a plus de turnover, je dirais. Les locataires ont aussi des profils qui sont, enfin, si on parle simplement de dossiers, je dirais, en garantie financière offerte aux propriétaires, souvent moindres aussi. Les personnes ont peut-être moins de revenus et du coup vont rechercher des loyers moins importants dans des zones un petit peu périurbaines peut-être. Donc effectivement, on a une rentabilité, mais on a une rentabilité quand c'est plein et quand il n'y a pas de travaux. Parce qu'il y a le mythe du calcul Oui. où on multiplie les loyers à plein fois 12 mois. Pour moi, très honnêtement, avec du recul, parce que maintenant j'ai beaucoup de recul, mon premier immeuble c'était 2000, fin 2012. Ouais. Donc beaucoup de recul, non, mais un certain nombre d'années de recul en gestion pure. Il y a plus de turnover et c'est pas toujours plein. Parfois, on va avoir un mois de carence. Parfois, on va avoir aussi des gens qui vont dégrader peut-être plus le logement. Là, voilà, j'ai une toiture à refaire, par exemple. Donc ça, c'est des coûts qu'on va pas avoir, ou du moins qu'on va diviser quand on a un appartement en copropriété bien placé. Pareil, on va être sur un loyer moins important en mètre carré. Donc ça veut dire qu'il va falloir multiplier les lots pour avoir iso-loyer. Je prends un exemple Ouais. tout simple. J'ai un immeuble de 6 appartements. Les loyers sont de 3 000 euros. Mhm. Donc là, il y a 6 appartements. Il suffirait d'avoir deux très beaux T2 à Paris pour se faire. Alors la rentabilité, certes, ne sera pas du tout la même, mais Oui. je pense qu'il vaut mieux acheter l'immeuble de rapport d'un point de vue purement rationnel. Mais en termes de gestion, etc., je dis ça juste pour comprendre que tout est multiplié. Les dégradations, les problèmes, voilà, il y a Oui, un effectivement. côté investisseur, c'est bien beau, on a des super rentabilités, on gagne de l'argent, mais ça implique de la gestion, du temps, des soucis. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi prendre du recul par rapport à tous ces petits embêtements, entre guillemets, qui ne sont pas insolubles. Hein. Ça se gère très bien. Hein. Un impayé, une Ouais. contestation d'un locataire, un différend sur la caution, je veux dire, ça reste du quotidien après. Faut pas en avoir peur. Bon, après, c'est plus facile à dire pour moi maintenant avec l'expérience, mais ce sont pas des problèmes insolubles. Il y a des solutions, il y a éventuellement des tribunaux en France il y a une justice qui tranche et qui voilà. Donc Ouais, effectivement. c'est des processus longs, c'est des processus qui peuvent causer du tracas. Et pour revenir en fait de s'associer, il cause moins de tracas quand on est trois Oui. que tout seul à devoir supporter et faire face à tous ces problèmes. Ouais, donc non, c'est très intéressant d'avoir ton retour. Bah alors effectivement, après l'expérience de chacun peut être différente, mais bah, personnellement, je suis plus pour des biens voilà avec plusieurs lots type immeuble. Après, je conçois tout à fait l'aspect, comme tu disais, patrimonial, peut-être des biens qui sont plus élevés, plus chers, qui ont des moins de rentabilité. Il y a une autre problématique, je te coupe parce Ouais, qu'on vas-y. parle de rentabilité. On parle de rentabilité très souvent en disant, voilà, par exemple, à Toulouse, tu parlais de rentabilité à 6,5, Ouais, 7%, mais très bien placé, oui, avec des prestations. Donc déjà de 1, ils se sont loués tout le temps. Donc la rentabilité, c'était une vraie rentabilité. Et
à la revente, ça se revend en une semaine. Oui. Et ça se revend avec plus-value. C'est pas forcément le cas d'un bien, d'un immeuble de rapport, ou qui achète un immeuble de rapport? C'est un investisseur. Donc l'immeuble de rapport, l'investisseur, il va vouloir les ratios de rentabilité aussi. Donc la difficulté, si les loyers n'ont pas augmenté, a priori, il n'y a pas de raison pour que la valeur foncière du bien a augmenté, si on le vend à des investisseurs. Tout à fait. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est des processus plus longs. Voilà, c'est vraiment différent. Moi, je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Je pense qu'il faut mixer, il faut avoir différents types de biens. Alors je l'ai fait sans m'en rendre compte au final, puisque d'abord j'ai fait ces petits appartements-là. Ensuite, il y a eu le créneau immeuble de rapport, c'est génial, etc. J'y suis allé. Donc ça me génère effectivement des cash flows. Ça me génère aussi plus, je pense, de gestion, on va dire. On va pas parler forcément de soucis, Oui. mais de gestion d'une certaine manière, hein, dans ce terme. Plus d'engagement financier aussi. Alors, certes, il y a une trésorerie qui est là pour y pallier, donc c'est assez confortable. Par contre, voilà, après, en termes d'imposition, etc., il faut faire attention. Voilà. Il y a des gens que j'ai vus en banque, par exemple, qui avaient des patrimoines colossaux. On parle de 25 appartements à Paris. Ouais. Par contre, donc, qui avaient été achetés via de la dette. Et effectivement, bon, la valeur foncière a augmenté à Paris. Et donc c'est une chose, et ils peuvent les vendre et ils sont jamais totalement dans des situations sans issue. Les personnes qui refusaient de vendre, ou c'était pas le moment de vendre parce qu'en 2012 ça a souffert, en 2008, 2009 c'était pas, ça a souffert. Vendre à ce moment-là c'était pas bon. Mais en fait ils ne pouvaient pas honorer leurs impôts, impôts fonciers et impôts sur le revenu, parce qu'ils n'avaient pas réfléchi en amont au montage. Ils étaient partis en indivision ou en SCI à l'IR. Sur tous leurs biens, et de fait ils se retrouvaient dans des positions très délicates, avec effectivement un patrimoine sur le papier qui est assez ronflant, mais pas les trésoreries nécessaires pour honorer les différentes créances dans le rouge à la banque. Enfin voilà, vraiment pas enviable d'un niveau bancaire. C'est vrai que c'est toujours dur d'avoir un point qui soit tranché totalement. Comme tu dis, il faut nuancer et surtout prendre en compte tous les tenants et aboutissants. Voilà, là en l'occurrence, si on compare un studio en cœur de ville ou un immeuble de rapport, donc voilà, comme tu disais, prendre en compte la vacance locative, prendre en compte le coût de maintenance qui va peut-être être un peu plus élevé, prendre en compte le fait que une appréciation sera plus évidente en cœur de ville que dans une zone excentrée. Tout ça, les impôts, etc. générés, il faut vraiment prendre en compte tout ça pour pouvoir bien comparer et se décider, quoi. Exactement. Voilà, aujourd'hui tu continues à faire des investissements et tu me disais que voilà, de fil en aiguille, depuis le début où tu as commencé à investir, tu as aidé des personnes qui sont venues à ta rencontre parce que tu partageais sur le fait que tu avais des investissements. Et aujourd'hui, tu proposes de façon ponctuelle et pour certaines personnes de les aider à faire des acquisitions d'investissements locatifs. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ça? Et puis voilà, si les auditeurs sont intéressés, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux leur proposer? Oui, bien sûr. En fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Je parlais tout à l'heure des méthodes d'avoir vu mes associés venir vers moi, enfin ceux qui sont devenus mes associés, en me posant un certain nombre de questions, en me disant que ça les intéresserait également. Voilà, donc il y a des personnes avec qui je me suis associé. Après, évidemment, on ne peut pas s'associer avec tout le monde. Donc, mais il y avait un réel intérêt. Il y a des gens de l'extérieur aussi, par bruit, enfin bouche à oreille, qui sont venus à ma rencontre me poser des questions. Alors, dans un premier temps, j'ai répondu tout simplement aux questions, mais j'ai remarqué qu'il y a une vraie différence entre le fait de s'intéresser et de passer réellement à l'action. Et en fait, souvent, le plus dur, c'est dans la tête des gens, c'est vraiment le go. C'est-à-dire que, à mon sens, une fois qu'on a lu X bouquins sur l'immobilier, une fois qu'on a écouté X podcasts sur des sites comme le tien, qu'on a été sur différents forums, qu'on a échangé, qu'on a lu, qu'on a compris, qu'on s'est intéressé, il n'y a plus aucune... Alors, soit on est dans une optique où on dit « ça ne m'intéresse pas », et à ce moment-là, on arrête de s'y intéresser, soit il n'y a plus aucune raison de ne pas le faire, en fait. Et la difficulté, quand on est tout seul, quand on écoute ce qu'on est en train de dire maintenant, quand on lit, etc., quand on est tout seul devant son PC, la difficulté, c'est de se dire, mais maintenant que je fais comment ?
comment je vais investir, où, quand, par quels moyens, parce que c'est facile à dire. Moi, je suis quelqu'un d'expérimenté maintenant. Oui. Je parle comme si ça paraissait assez naturel, mais je conçois que ce soit pas forcément naturel. Et je l'ai vu du coup par rapport aux personnes qui venaient à ma rencontre. Moi, je peux aider à donner l'impulsion. L'impulsion, c'est aider dans la recherche, tout d'abord, pour trouver des biens qui peuvent avoir un intérêt. Alors, soit des choses à très forte rentabilité, ou soit des choses avec un peu moins de rentabilité, mais mieux placées par rapport à ce que je disais. Ouais, effectivement. Donc là, ça dépend du profil et des envies de chacun, leur aversion au risque aussi. Ça passe après par une négociation, une aide à la négociation sur ce prix de vente. Trouver des défauts, entre guillemets, des bons défauts, hein, qui puissent être des leviers à négocier ce prix-là pour optimiser l'opération. Ensuite, j'aide, et ça c'est mon expérience bancaire qui me l'a permise, j'aide à monter le dossier bancaire, c'est-à-dire qu'en gros, par rapport aux éléments qu'on me donne, je suis capable de le monter pour avoir un dossier à présenter aux banques. Il y a une négociation avec la banque, alors qu'il ne peut pas être menée par moi, puisqu'on reste le propre responsable face à sa banque. Le plus souvent, c'est d'essayer en plus avec sa banque historique, pour le premier en tout cas, puisqu'il y a une approche de confiance, etc. Après, il y a des courtiers en prêt qui font bien mieux le job que moi et qui ont un pied auprès des banquiers. En local, ça se fait très bien par rapport au secteur d'investissement ou au secteur de résidence. Ensuite, il y a toute une partie assurance de prêt où on essaie d'optimiser aussi. Maintenant, il y a des lois qui aident beaucoup le consommateur et on gagne beaucoup en négociant son assurance de prêt. Ouais, effectivement. Ça veut dire en fait passer en délégation d'assurance le plus souvent. Ensuite, il y a des éléments juridiques à mettre en place. Il y a un compromis, il y a des relations à avoir avec le notaire. Tout ça, pour quelqu'un qui n'est pas averti, ça peut, voilà, c'est des éléments nouveaux. On est dans le concret, donc il y a une assistance juridique entre guillemets, c'est-à-dire que prendre soin dans un compromis que l'acheteur soit protégé par rapport au vendeur, des conditions suspensives, ce genre de choses. S'il faut créer une SCI, je suis capable de le faire également pour la personne. Ok. Le but, c'est d'aller au bout de l'opération. Voilà, de A à Z, sur toute la chaîne, tu peux aider les gens. Alors, du coup, s'il y a des personnes intéressées, est-ce qu'il y a une adresse email sur laquelle tu peux être contacté? Oui, il y a mon adresse email qui est Fabien 20B. Donc Fabien, mon prénom, 20 comme le vin, V-I-N-B, tout attaché. La lettre B à la fin, c'est ça? Oui. Tout en minuscule, tout attaché. Ok. Exactement. @gmail.com. Ok. Donc sur cet email, je peux répondre aux personnes qui sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Curieux et surtout motivé. Voilà. À passer à en fait, l'action. c'est ce que je demande aussi aux personnes qui voudraient me solliciter, c'est d'être sûr d'eux. C'est-à-dire que non seulement ils vont perdre du temps eux-mêmes, ils vont m'en faire perdre à moi, mais c'est pas tant l'important. C'est qu'aujourd'hui, je pense que par rapport à des discussions qu'on peut avoir là maintenant, les discussions qu'on peut trouver sur le net, il y a beaucoup de choses qui permettent d'avoir une approche globale. Moi, je suis là pour être pédagogue, mais je suis surtout là pour donner l'impulsion en fait. C'est là où j'ai une valeur ajoutée. Ok. Expliquer. J'ai choisi un mode de fonctionnement qui n'est pas celui de tout le monde. Il y en a d'autres qui sont bons. Il vaut mieux que les personnes viennent me dire voilà, moi j'ai choisi mon mode de fonctionnement, j'ai mon objectif et maintenant je veux y aller. C'est là où j'ai une réelle valeur ajoutée. Sinon, pour le reste, on peut toujours expliquer, mais on refera le monde une fois de plus et ils n'auront rien à gagner des discussions qu'ils auront eues avec moi, puisque c'est finalement des faits assez communs, quoi. Ok, d'accord, excellent. On mettra aussi ton adresse email dans les notes de l'épisode pour les gens. L'épisode donc retrouvé sur investimoclub.com/épisode 21. Du coup, on va passer, si tu le veux bien, à la dernière section du podcast. Oui, bien sûr. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, dans cette dernière partie du podcast, je vais te poser 4 questions que j'ai l'habitude de poser à chaque invité. Alors, la première, c'est: est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent? Alors, c'est... En fait, mon expérience immobilière, c'est beaucoup fait, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à mon expérience bancaire, par rapport à des lectures, moi surtout sur des forums. C'est vrai que j'ai pas eu un forum alors peut-être de bouquins. Bon, il y a plusieurs forums. Moi, il y a plusieurs articles, par exemple, intéressants. Je pense à
PAB Patrimoine, c'est un site intéressant où il y a des interviews, du coup c'est du concret aussi, il y a pas mal de choses. Après moi je suis rentré directement dans le technique, il y a un livre, je pense pour ceux qui souhaitent investir en SCI qui est assez riche et qui est très concret, c'est un livre de Pascal Denos qui est le guide pratique de la SCI aux éditions Erol je crois, et en fait c'est un livre qui est très bien fait et qui permet vraiment de rentrer dans le cœur de la machine. De comprendre les avantages, les inconvénients et ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui aident vraiment à passer dans le concret et à savoir vraiment de quoi on parle, quoi. Après, je sais qu'il y a un livre aussi que j'ai recommandé. J'en avais lu quelques pages, mais il y a beaucoup de gens à qui j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas lu entièrement. C'est Tout le monde mérite d'être riche. Je ne me souviens plus de l'auteur. En fait, il vient expliquer Olivier effectivement. Seban, Voilà, exactement, c'est ça. Et c'est un livre où, d'après les retours des lecteurs, du coup, puisque beaucoup de gens l'ont lu et viennent me discuter avec moi ensuite, oui, effectivement. Ça permet de comprendre finalement qu'en fait, c'est pas réservé à certains. C'est complètement possible. En fait, je vais pas dire c'est facile. Il y a du travail, il y a une démarche, il y a de l'implication, mais en fait, c'est juste une question de volonté et de but poursuivi. Ok, voilà. Très bien. Deuxième question. On dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Alors toi, est-ce qu'il y a une erreur que tu voudrais partager qui t'a appris beaucoup de choses et que tu voudrais mettre en garde les auditeurs de faire attention? Oui. Alors c'est une erreur malheureusement que j'ai répétée pour parler proprement d'immobilier notamment, mais ça a été vrai aussi sur d'autres affaires. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance peut-être aux gens, et en fait il m'est arrivé par le passé de ne pas assez me border, je pense, juridiquement sur des chantiers, sur ce genre de choses, sur des signatures de baux. Où j'ai laissé traîner ce genre de choses. Par exemple, sur un chantier, juridiquement, qu'est-ce qui a pu avoir par exemple, il peut y avoir un chantier où il y a un devis qui est signé, effectivement. Ça t'est arrivé? Oui. Ouais. Oui, ça Donc m'est vas-y, arrivé. raconte l'anecdote sur ce chantier-là. Alors, un devis qui est signé sur des montants importants pour une réfection d'immeuble. J'ai déjà travaillé avec l'artisan sur un autre immeuble, ça s'est très bien passé, aucun problème. Ouais. Donc on est dans un environnement de confiance, on est dans un environnement un petit cocon en fait, et on aurait tort d'ailleurs de pas l'être vu comment ça s'est bien passé la première fois. On repart avec cet artisan sur un chantier plus important. D'accord. Avec donc dans un immeuble réfection de plusieurs appartements. Donc là on parle de division, rénovation à nu, etc. On convient d'un devis qu'on signe. Donc là, effectivement, juridiquement, il y a une pièce. En revanche, on convient également d'un délai sur le chantier. Un délai, on le convient verbalement. On ne met pas de clause forcément dans le contrat, chose que j'aurais dû faire. Et du coup, on se dit les choses, qu'il n'y aura pas de retard, ce genre de choses. Et seulement, en l'occurrence, le chantier prend 9 mois de retard. Sur combien de temps? Il n'est pas fini au moment où je te parle. D'accord. C'était un chantier qui devait durer 4 mois. Ok. Et ça aurait dû commencer en janvier de l'année dernière. D'accord. Donc on en est à 9 mois de retard, il n'est pas fini. Aujourd'hui, c'est la croix à la bannière pour que j'arrive à le terminer. Et évidemment, il n'est pas question de parler juridiquement d'indemnisation. D'accord. Donc ce que vous aurez dû faire, c'était de mettre une clause de temporalité avec des indemnités de retard. Enfin, en tout cas, vous baissez la rémunération. Des pénalités, tout simplement, en disant le chantier est prévu pour durer 4 mois. On signe un chantier de 4 mois. Après, sauf conditions météo exceptionnelles. Enfin, il y a des clauses qui existent, on ne va pas les inventer. Il y a, par exemple, un retard de 15 jours qui est... je dirais admis entre guillemets par rapport aux conditions météo par exemple, ou des faits extra qui incombent pas forcément à l'artisan. Par contre, au-delà de ça, à chaque jour ouvré, il y a X euros de perte pour l'investisseur. Une perte, c'est quoi? C'est un loyer qui rentre pas. Oui, bien sûr. Et du coup, elle doit être assumée par. Et donc ça, à mettre ces clauses-là dans le devis signé. Un devis, contrat de construction, voilà. Après, il faut pas hésiter. Ça dépend de l'ampleur du chantier. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait des bricoles dans un petit appartement, il n'y a pas lieu de monter. Parce que là, en sur l'occurrence, ce type. c'était un chantier avec un devis de quelle somme pour la réfection? On parle de 250 000 euros.
Ok. Donc on part sur des devis, des chantiers qui sont d'envergure, Ah oui. avec des montants en Bah, jeu. j'imagine que 250 000 euros et c'est intéressant ce cas. C'est un immeuble de combien de biens qu'il y a dedans? C'est un immeuble de 7 appartements. Donc ouais, vous refaites beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. C'est une remise à neuf, en fait, tout simplement, complète, d'un bien qui était extrêmement dégradé. Ouais. Voilà. Ok. Alors, troisième question. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs? Quels sont mes loisirs? Mes loisirs, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup voyager. Ok. Donc là, je reviens d'une sorte de mini tour du monde. Je trouve que ça m'a appris beaucoup, à la fois ce voyage-là, mais tous les autres que j'ai pu faire avant. Je trouve que c'est vraiment un mode de développement personnel très intéressant et d'ouverture par rapport aux autres. Ensuite, un voyage que tu as fait seul ou accompagné? Alors, j'ai toujours voyagé accompagné. D'accord. Là, je suis parti avec ma future femme, du coup, avec qui je vais me marier cette année. Excellent. Pendant un an autour du monde et c'était super enrichissant. On a rencontré énormément de monde. Les voyages, Ouais. le vin également, qui est une deuxième passion. Oui, parce que alors pour les auditeurs, à côté de faire de l'immobilier et puis d'avoir eu un emploi à temps plein auparavant, donc c'était avant t'as quitté ton emploi à temps plein juste avant de partir en voyage. Exactement, Donc en 2015. Ok, et donc en parallèle, tu as lancé, cofondé une cave à vin à Paris. Un bar à vin, ouais, cave bar Un à bar à vin, vin, voilà. en fin 2013. Donc avec deux amis avec qui je n'étais pas associé dans l'immobilier. Donc, Ouais. là encore une fois, c'était plus une rencontre où on avait les mêmes idées, les mêmes objectifs. Donc un premier bar à vin en 2013. Comment il s'appelle d'ailleurs, peut-être pour les auditeurs qui se trouvent à Paris? Personnellement, j'ai déjà été et je ne te connaissais pas avant d'y aller, mais ouais, c'est vraiment un super endroit. C'est les caves de Reuilly, donc à Paris, dans le 12e arrondissement. Ouais. Donc c'est sympa parce que bon, c'est effectivement un commerce, donc il y a une partie investissement, mais il y a aussi une partie passion. Aux caves de Reuilly, on vend avant tout du vin naturel en fait. Du vin naturel, c'est du vin qui est bio de Bio, fait, ouais. mais c'est surtout qu'il y a une vraie logique dans le suivi de la fabrication. de la fabrication et de la vinification. La vinification. Avec notamment des ajouts très faibles en sulfite, Ok. lors de la fabrication et de la vinification du vin. C'est des choses assez saines, etc. Alors, je ne me fais pas le chantre du bio ou ce genre de choses, mais c'est une approche du vin qu'on a eu, une approche commune avec mes deux amis. Et en fait, on se rend compte que non seulement ça marche fort, les gens sont vraiment intéressés par ces nouveaux modes de consommation. Et ça a le mérite d'être, à mon sens, ça n'est que mon goût, mais je pense que beaucoup partagent mes goûts. C'est meilleur que le vin conventionnel. Au niveau du goût, on retrouve vraiment beaucoup de choses. Donc, que ce soit au Cave de Reuilly ou ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller dans un bar à vin qui sert du vin naturel, allez-y. Voilà, c'est une autre de mes passions et de mes loisirs du coup. Ok, ouais, c'est excellent. Et donc tu me disais que en processus d'ouvrir un deuxième bar à vin toujours à Paris sur le même concept. Exactement, alors c'est en cours, c'est en travaux à l'heure qu'il est. Ça s'appellera Vigne. Ce sera au métro Colonel Fabien pour ceux qui habitent à Paris. C'est dans à le côté du 19e canal. arrondissement. Exactement. Et du coup, ça va être sur le même principe. Il y aura beaucoup de vin naturel également. Que des bonnes choses qu'on aura choisies en étant transparent. Je veux dire, la volonté, effectivement, comme je te le disais au départ, c'est effectivement un commerce, donc c'est une entreprise, ça a vocation à gagner de l'argent. En revanche, derrière, c'est une équipe de passionnés, et puis on est là pour les gens parce qu'on aime les clients qui viennent nous voir et qui sont justement ouverts à découvrir ce qu'on peut chiner pour eux, et ça nous motive d'autant plus à aller chercher des nouvelles choses. Et alors justement, c'est intéressant, c'est quoi la vision que tu as de faire un parallèle entre l'immobilier et puis la création d'un commerce comme ça, par exemple, en termes de montant, en termes d'investissement, de prêts bancaires que tu peux avoir, et puis après en termes de rentabilité est-ce qu'il y a des points de comparaison que tu trouves entre les deux? Écoute, oui, il y a des points de comparaison, c'est-à-dire que le premier, c'est qu'il y a une capitalisation également lorsqu'on ouvre un commerce sur le même modèle, l'enrichissement par la dette, entre guillemets, dans l'immobilier. Quand on achète un fonds de commerce, qu'on y fait des travaux et qu'on le développe,
Ouais. L'entreprise a une valeur. Ouais. Cette valeur, évidemment, ce projet est financé par un emprunt bancaire. Alors là, l'apport est obligatoire et plus facultatif, D'accord. comme l'immobilier. Et en fait, l'entreprise, cette fois, ça ne sera plus le locataire, mais c'est l'entreprise qui va rembourser cette dette. Mhm. Et à l'issue de remboursement de cette dette, l'entreprise appartiendra à ses associés qui pourront éventuellement un jour la vendre ou en tirer les loyers. C'est un petit peu le même principe que l'immobilier. Ce serait le parallèle que je fais. Après, par contre, il y a une grosse différence. C'est le temps passé. Oui. On n'est plus sur la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir un CDI, de faire de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait ouvrir un bar à vin seul, quelque part, ou autre chose, ou autre type d'entreprise. En ayant un emploi à temps plein par ailleurs. Par ailleurs, ça ne serait pas possible. Ouais. Puisque, effectivement, ça nécessite une présence physique quotidienne, un volume horaire qui n'est pas compatible avec la vie de salarié à côté. Donc en contrepartie, il y aura un salaire et du coup, on aura créé son propre emploi. Donc, on aura finalement une sorte de CDI qui nous permettra de faire de l'immobilier encore à côté. Mais effectivement, c'est une étape, surtout au niveau du lancement, où on est obligé de ne se consacrer qu'à ça. Ouais, effectivement. Ok, super intéressant. Et alors, dernière question, avant de te laisser. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui ne commence jamais ? Alors, on parlait d'impulsion tout à l'heure. En fait, c'est ça, c'est que je pense que c'est une question de mentalité. Pas forcément de profil de personne, puisqu'il y a aussi des personnes qui sont venues me parler. On a discuté, je prenais l'exemple de quelqu'un, je pense à l'exemple de quelqu'un qui a discuté avec moi en 2014, d'accord ? Donc ça va faire 3 ans maintenant, qui a un profil que beaucoup de personnes qui nous écoutent aimeraient avoir, c'est-à-dire, quand je parle de profil, c'est une capacité à faire. En termes de surface financière, d'endettement, etc., d'apport, il aurait toutes les cartes en main. On a discuté, il a voulu que je donne l'impulsion, et au moment où je lui ai bien expliqué que quand je donnerai l'impulsion, il faudra y aller, bien là, il s'est dégonflé. C'est pas dégonflé forcément. Il a certainement des raisons internes et je porte pas de jugement, mais il s'est reposé des questions, etc. Donc très bien. Je l'ai recroisé, je l'avais pas vu depuis ce moment-là, je crois d'ailleurs. J'ai recroisé il y a une dizaine de jours et il m'a demandé si je faisais toujours, si je pouvais toujours l'aider, etc. Mais du coup, je lui ai dit non, puisque s'il ne l'a pas fait il y a 3 ans et qu'il se pose toujours la question, d'autant plus qu'il a eu le profil et qu'il a encore plus de profil maintenant. Il n'a pas fait, il ne le fera pas. Alors qu'est-ce qui différencie ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup l'impulsion. Psychologiquement, est-ce que tu sais ce que cette personne-là avait comme obstacle ? En fait, c'est assez dur à dire, mais en fait, je pense qu'il y a des catégories de personnes qui ne souhaitent pas être liées par une banque. Le montant fait peur. On a tous peut-être connu des mauvaises expériences aussi, des fois familiales, où il y a eu un oncle, un parent, un frère ou une sœur qui a fait faillite, et ça a impliqué beaucoup de conséquences familiales, et ça peut marquer, ça peut choquer. Effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu de par mon environnement familial, donc j'ai pas eu peur du risque, entre guillemets, dès le départ. Mais je peux comprendre que ce soit un frein lorsqu'on a vécu des moments difficiles. Après, moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre ? C'est exactement ça. Voilà. Si on s'intéresse à l'investissement immobilier, qu'on a ou qu'on n'a pas juste sa résidence principale, qu'est-ce qu'on va perdre finalement ? Il y a rien à perdre. Il y a une garantie, parce que quoi qu'en dise la banque, il y a une garantie qui est prise de toute façon sur le bien. Je veux dire, on a toujours un backup, on a toujours une mauvaise opération. Ça serait quoi ? Acheter un appartement à 100 000 euros, on n'arrive pas à payer le prêt parce que le locataire n'est pas là, on doit le vendre en urgence, on le vend à la va-vite 90 000, a perdu 10 000 euros,
on a perdu les frais de notaire, Ouais, 8 000 €, les frais de garantie, on a perdu les intérêts, tout ce qu'on doit à la banque, le trou qu'on a causé, on a perdu 20 000 €. Mais- exactement. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais si on n'est pas capable dans sa tête de risquer de perdre 20 000 €, eh ben, ça sert à rien de penser à avoir des immeubles de rapport, parce que c'est des choses qui arriveront dans la vie d'un investisseur. Il y a c'est comme une vague, on arrive à des fois à des creux. Par contre, il y a des tops, il y a des creux, voilà. Donc, c'est Ouais. des choses qui arriveront. Donc, si effectivement on n'est pas prêt dans sa tête à le faire, il est hors de question de penser. Et autant à ce moment-là, se focaliser directement sur un bien-être, un confort, une résidence principale, ou se faire plaisir en faisant des voyages ou ce genre de choses. Effectivement. Ok, c'était un très bon mot pour la fin. Savoir qu'effectivement, il y a des risques, mais qu'il faut avoir le courage de le prendre pour espérer gagner par après, quoi. Je te remercie beaucoup, Fabien. Et puis, bon courage pour les projets futurs, pour l'ouverture du nouveau bar à vin. Et puis, j'invite les auditeurs à te contacter si jamais ils veulent discuter avec toi et puis faire appel à ton expertise. Très bien, merci pour ton accueil. Merci encore et puis à très bientôt. Bon, je dois vous avouer, nous avons dû couper un peu court à l'interview car cela dépassait le temps raisonnable. Passer 2 heures à écouter mes discussions est peut-être un petit peu long. Que vous soyez en voiture, dans les transports, en train de faire du sport ou sur votre chantier de rénovation et que vous avez aimé l'épisode, faites quelque chose pour moi s'il vous plaît. Dès que vous avez 1 minute, par exemple la prochaine fois que vous allez sur le Bon Coin, passez quelques instants pour poser un avis sur iTunes. Tout est indiqué sur la page de notes du podcast investimmeuclub.com/épisode 21, que vous ayez un ordinateur ou un appareil mobile. Une fois que c'est fait, prenez une copie d'écran avec le commentaire publié et envoyez-moi la photo sur mon email bruno@investimmeuclub.com. J'enverrai gratuitement une version du livre Le dessous des niches IMO à fort rendement à tous ceux qui auront publié un commentaire. Allez, je vous laisse sur ces paroles et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmeuclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.